Comment ils vont? Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Max faire la tronche comme ça après un Grand Prix? Longtemps. Eh oui, parce qu'au dimanche, c'est Sergio qui était au-dessus du lot. Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. Et c'est Sergio Pérez qui s'est imposé devant Max Verstappen et Fernando Alonso. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour ne pas rater les vidéos qui arrivent sur la chaîne. C'est le meilleur moyen d'être à la page, et pour ça c'est simple. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge et la clochette. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est 3 sur 5. Une course où globalement il ne s'est pas passé grand chose. Le top 3 est presque le même qu'au départ. Red Bull sort en doublé comme à la première course. Ce tracé nous promettait la safety car, des dépassements, des batailles. Il n'en a presque rien été. À Jeddah, on avait été habitué à voir de sacrées courses. Bref, je suis resté sur ma faim. Avant d'aller plus loin, jetons un œil au classement. Sergio Pérez vainqueur devant Max Verstappen et Fernando Alonso. Russell P4. Lewis Hamilton P5 devant Carlos Sainz. Charles Leclerc finit 6 dans le dur. Les deux Alpines d'Esteban Ocon et Pierre Gasly suivent. Et Kevin Magnussen ferme ce top 10. Et je l'ai dit dans l'intro, ce week-end à Jeddah était celui de Sergio. En Arabie Saoudite, le Mexicain avait faim et il n'était pas prêt à se laisser manger. Il faut souligner ce week-end sans faute de sa part, qui donne l'impression qu'il se sent bien dans cette voiture. Alors on le sait, Jeddah lui va bien puisque l'an dernier il avait déjà signé la pole et avait été privé de victoire par un coup du sort. Une safety car mal placée qui l'avait fait sauter de P1 à P3. Et globalement, sa vitesse sur les circuits urbains est impressionnante. En 2022, il gagne 2 grands prix en tout. Un à Monaco et l'autre à Singapour. Bon, il rate son départ, ce qui le met un peu dedans face à Fernando. Mais une fois la Stone dans le rétro, quand il a décidé d'appuyer sur les gaz, il était en fusée. Ses temps autour étaient lunaires, largement au-dessus de la concurrence. Vous me direz normal vu ce qu'il a entre les mains, mais surtout solide, puisque dans les temps de son coéquipier. Ce que j'ai aimé de sa part sur cette course, les gars, c'est qu'il n'avait pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Il a géré les restarts, sa gomme, la totale. Et quand on lui donne le chrono cible et qu'il demande ce que fait Max, il comprend qu'on essaie de l'enfumer et va chercher sa victoire. En vrai les gars, quand ils font ça dans cette équipe, ils me rendent fou. Je comprends que tu veux y aller dans le sens d'un pilote quand t'as de la concurrence, mais là, t'es largement devant, pourquoi t'as besoin de martyriser ton numéro 2? Donc je trouve que Sergio a bien réagi. Bon, après la course, Horner a dit qu'ils avaient une bonne voiture, donc qu'ils pouvaient se battre. J'ai hâte de voir ça. En vrai, il avait du rythme, mais il l'a montré, et je pense que c'est le plus important. Parce que cette course, il ne pouvait pas se permettre de la laisser à son coéquipier. Imagine, t'es au 2e Grand Prix de la saison, tu pars en pole alors que Max est 15e, et tu te fais manger. Alors ça lui est déjà arrivé, mais comme ça, dès la course 2, c'est pas possible. Surtout que Max, fidèle à ses bonnes habitudes, il avait aussi un rythme de fou. Donc entre eux, c'était assez intéressant. Bon, Max a vu son week-end clairement altéré par les soucis techniques. Des problèmes de transmission le samedi et le dimanche qui n'ont pas rendu les choses faciles. Ce qui est sûr, c'est que ça lui a pas plu. Regardez ce qu'il a déclaré. Alors bien entendu, je suis remonté jusqu'à la 2e place, ce qui est bien. L'équipe est contente, mais personnellement, je ne le suis pas, car je ne suis pas là pour finir 2e. On l'a dit effectivement, sur le podium, il tirait bien la tronche, notre ami. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre ces deux si jamais Pérez réitère. Même si encore une fois ici, bien sûr, il y a des circonstances. Je sais pas si vous avez vu les images de la cool room, mais c'était assez froid. Rappelez-vous un peu de l'ambiance en fin de saison dernière. C'était pas la joie. D'ailleurs, dans la presse, Pérez s'est étonné de voir que Max avait pris le meilleur tour dans le dernier tour, alors qu'on lui avait dit de ne pas accélérer. Pour rappel, sur le moment, c'était lui qui l'avait. Bref, c'est le premier doublé Red Bull dominé par Sergio. Pour le championnat, c'est cool, mais pas sûr que ça dure trop longtemps non plus. On en reparle dans la question du jour. On avait parlé d'une petite crise chez Mercedes dans la preview. Eh bien, elle est toujours là, mais ça va un peu mieux. À Jeddah, il y a du positif puisqu'il marque des points importants, certes, mais surtout parce que le rythme de course a rassuré. Sur ce circuit qui dégrade moins qu'à Bahreïn, cette W14 était mieux, et il semblerait que les petites évolutions apportées fonctionnaient. Honnêtement, le fait que cette voiture tienne le rythme de course d'Alonso m'a étonné. Alors je soupçonne l'Espagnol d'en avoir gardé sous le pied, d'ailleurs il a lui-même déclaré que c'était le cas, mais chez Merco, les deux voitures ont bien marché. Alors le podium de Russell était un peu l'arbre qui cache la forêt. Russell a dit lui-même, la pénalité sur Alonso était très sévère, elle a d'ailleurs été annulée. Mais côté perf, c'est positif quand même. Alors attention, ça finit à 25 et 30 secondes avec une safety car. C'est pas non plus un truc de fou, mais c'est devant le reste du peloton. En gros, ils sont avec Aston, ce qui veut dire P2 au championnat. Et ça c'est bien parce que vous le savez comme moi, Mercedes a une grosse force de frappe et a la capacité de réagir. Toto Wolff a parlé d'Imola, donc préparez-vous à voir l'artillerie sortir là-bas. Regardez ce qu'il a déclaré sur cette course. Nos deux pilotes, d'après nos directives, ont probablement un peu trop géré les pneus. Nous avions plus de rythme. Bahreïn est encore dans toutes nos têtes et nous aurions pu attaquer plus. Nous faisons de grands pas en avant en ce moment, mais il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir challenger Red Bull. C'est en tout cas une entreprise passionnante que d'essayer de rattraper ce retard. Intéressant. En tout cas, ça va dans le bon sens. Tant mieux. Maintenant, il y en a un chez qui tout ça ne passe pas hyper bien, c'est Lewis. Lui, sa stratégie n'a pas marché, il n'a pas vraiment été bien dans cette course, et il a même été jusqu'à ironiser sur son sort. Écoutez ça. Nous avons obtenu d'excellents points pour l'équipe, George a terminé 3e et il a été incroyable. J'ai avancé aussi par rapport à ma position en qualification et je suis vraiment reconnaissant d'être passé de la 7e à la 5e place. C'est bien, non? La stratégie n'a pas vraiment fonctionné pour moi.
La configuration de la voiture était un peu décalée. Si j'avais eu la configuration de George, j'aurais été dans une meilleure position. Après, c'est vrai, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler et il y a des points positifs à en retirer. Sur la table, il y avait un choix à 50-50 entre les deux types de réglages. J'ai choisi une voie et lui a choisi l'autre. Et le plus souvent, la voie qu'il a empruntée était la mauvaise. Mais cette fois, ça a fonctionné. C'est marrant aussi, non? Il est chelou des fois, Lewis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bref, du positif pour Mercedes à Jeddah. Je vais pas y aller par 4 chemins, l'équipe. J'ai encore été hyper impressionné par cette Aston. C'est impressionnant de voir cette voiture qui n'avait donné de garantie qu'à Bahreïn et dont on disait qu'elle souffrirait sur un circuit comme Jeddah, mettre 2 voitures dans le top 6 en qualif et finir sur le podium pour la deuxième course de suite. Au vu des attributs de la MR23, ce circuit ne devait pas leur aller. Je vous rappelle qu'elle a un peu traîné et manque donc de vitesse de pointe. Donc répéter l'opération à la régulière, franchement, chapeau. Fernando, encore une fois, était héroïque. Il est monstrueux, franchement, il n'y a rien à dire. Le gars se qualifie nickel, prend le meilleur départ, fait son maximum. Il signe un 100e podium en Formule 1. Un 100e podium. Alonso et Aston aujourd'hui, c'est 100% de top 3. Pincez-moi, s'il vous plaît. Donc c'est hyper solide. Maintenant, il y a des hicks un peu embêtants chez Aston. Chez lui, c'est une pénalité pour mauvais placement sur la grille. À ce niveau-là, c'est pas possible. Et surtout, un 10 secondes pris après la course pour non-respect de ces mêmes 5 secondes de pénalité. Attends, mais elle a pas été annulée, celle-là? Si, bien sûr. Encore une belle histoire de la FIA. Hein. Il pénalise l'équipe 35 tours après le problème, à cause du fait que le mécano place le kick sous la voiture pendant les 5 secondes, alors que c'est une situation qui arrive souvent. C'est d'ailleurs ce qu'Aston Martin leur a dit pour leur défense, en leur montrant 7 cas similaires, où le mécano mettait donc le kick sous la voiture pendant la pénalité, sans que la FIA ne réagisse. Surtout ne changez rien, hein. Vous régalez. Donc Fernando garde son podium, mais plus jamais il ne se replacera mal sur la grille. L'autre souci, bien plus important cette fois-ci, c'est la panne de Stroll. Il aurait eu un souci avec la partie hybride de sa voiture, et ça c'est dommage. La fiabilité ça coûte cher, surtout que Lance était pas trop mal dans cette course. Donc pour Aston à suivre, mais cette panne est quand même un point noir. En tout cas il confirme, et c'est ça l'essentiel. Petit chapitre sur Kevin Magnussen qui vient chipper le point de la 10e place. Le Danois s'est arraché et a profité de la faible dégradation du tracé pour égaler son équipe. Je vous rappelle qu'à Bahreïn ça avait été très compliqué pour eux à cause des pneus. Là ils ont déroulé une bonne stratégie avec un premier relais rapide et un deuxième stint en dur, ce qui lui a permis d'attaquer et de doubler Yuki dans les derniers instants. Et pour As, c'est important parce que ça partait P13. Hülkenberg termine P12 de cette course, et en vrai c'est un début de saison un peu dur pour As. Il souffre pas mal, et ça contraste avec ce qu'on avait vu pendant les tests. Après, Magnussen a dit qu'ils allaient dans la bonne direction, donc à suivre. Il n'y en avait pas beaucoup plus dans la voiture. Voici ce qu'a déclaré Charles Leclerc après la course. Ferrari est la 4e force du championnat et ça fait un peu de la peine. On pensait qu'ils auraient plus de rythme sur ce circuit grâce aux attributs de cette SF23. Je vous rappelle qu'elle est moins bien dans les courbes et qu'elle est censée avoir une meilleure vitesse de pointe. Je dis bien censé puisque c'était pas le cas, donc je reste vraiment sur ma faim concernant la Scuderia. D'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pareil chez Jean-Michel. On savait que ça partait loin, mais en vrai, avant ce week-end sur ce circuit moins abrasif, on pouvait au moins imaginer un podium. Il n'en a rien été, loin de là. Carlos n'est toujours pas à l'aise avec cette voiture, on sent qu'il n'a pas confiance, qu'il se sent mal dedans, et c'est pas hyper rassurant. Et Charles, en vrai, je comprends qu'il en puisse plus. Ils sont en train de l'user. D'abord, il y a la pénalité à cause de la fiabilité. Ensuite, il y a une place de perdu sous safety car dont j'avais envie de dire que c'était par manque de chance. Mais en vrai, c'est encore une erreur de son ingénieur. Le mec lui dit d'accélérer trop tard et il perd la position. Non mais l'amateurisme, il s'arrête quand, les potes? Franchement, je comprends que le mec soit à bout. Sur ce Grand Prix, ils étaient derrière Aston et Mercedes, donc ça fait un peu mal. Encore une fois, c'est le début de saison et il faut laisser un peu de temps. Mais c'est compliqué. Le cauchemar continue chez McLaren. P15 et P16 derrière une AlphaTauri et une Williams. C'est la crise chez les Anglais, on le savait, mais là c'est vraiment chaud. Norris fait une erreur en Q1 le samedi, Piastri a un contact avec Pierre Gasly le dimanche, et Lando pète son aileron avec les débris. Il manque un peu de chance, mais ça reste médiocre. Alors pour se rassurer, on peut se dire que leur rythme était correct en essai libre, qu'il y a un mini potentiel dans cette voiture sur le papier, en tout cas que ça semble moins pire que prévu hors pépin, mais cette MCL 60 elle a une traînée terrible, et chez eux ça tire la tronche. Alors Piastri a été impressionnant en Q3, sur un circuit où il faut de la confiance il a été énorme, comparer sa qualif à celle des autres rookies vous allez comprendre, mais pour le positif c'est à peu près tout. C'est terrible, ils sont presque derrière tout le monde. Honnêtement j'ai hâte de voir quand Norris va quitter McLaren, parce que si ça continue comme ça c'est une question de temps. Donc chez eux c'est terrible. C'est toujours difficile chez Alpine les gars, désolé. Alors oui, les deux voitures sont en Q3, on est un peu plus dans la norme sur cette voiture, mais j'ai quand même un petit goût amer qui reste, parce que c'est rude. Bon, les deux pilotes assurent, ils délivrent, mais on est loin des promesses de l'intersaison. Je vous rappelle que l'objectif de cette équipe c'est d'être P4 et de se rapprocher de P3. Là ils sont P5, loin de P4, ça va pas. Donc c'est assez compliqué et il me semble que la route va être longue. Maintenant j'ai envie de voir le positif et me dire qu'ils ont des atouts dans la manche niveau développement, mais perso j'avoue, je suis un peu déçu. Vous en pensez quoi vous ? La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez qu'Aston Martin était devenu la deuxième force du plateau, et vous avez répondu. Toi, Christophe Rowe, tu nous dis
Pour la question du jour, Aston est effectivement devenue très forte. En plus, elle a un Alonso en forme et en quête de podium. Cette écurie va être dure à battre pour les autres hormis Red Bull. Reste à savoir si le développement va se poursuivre correctement et si Lance Stroll ne va pas leur faire perdre des points bêtement. Pour le moment, t'as raison, même si pour Stroll, là, c'était pas vraiment sa faute. Il en pense quoi, t'inquiète, reste? C'est quoi ce pseudo? Quand on voit l'écart de performance entre Leclerc, Sainz et Alonso Stroll, la Ferrari est peut-être un tout petit peu devant. Mais avec la grosse différence de temps de soufflerie pour la saison, Aston risque de très vite évoluer. Ferrari un petit peu devant, t'es sûr? Moi j'espère que c'est eux qui vont arriver à maximiser le développement. Mais bon, ça part de loin. Tout ça m'amène vers la question du jour qui pour le coup n'a rien à voir avec tout ça. Et là je suis curieux d'avoir votre avis. Parce que c'est une question un peu épineuse, hein, même si je pense savoir ce que vous allez répondre. Après ce qu'on a vu à Jeddah, pensez-vous que Sergio Pérez concurrencera Max Verstappen cette saison? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Max Verstappen est toujours leader devant Pérez d'un petit point. Fernando Alonso est P3 avec 30 unités. Carlos Sainz, Lewis Hamilton et George Russell le talonnent. Lance Stroll est P7 et le pauvre Charles Leclerc est P8. Au constructeur, Red Bull est déjà seul au monde. Aston Martin et Mercedes sont P2 à égalité. Ferrari est toujours P4 loin devant Alpine. Alfa Romeo devance AC Williams et McLaren et AlphaTauri ferment ce classement toujours avec 0 points. La suite les gars, c'est dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Australie. Il faudra se lever tôt pour la course aux antipodes qui encore une fois promet. Quelques évolutions à venir là-bas, en tout cas c'est ce qui se dit. Entre temps pour ma part, je vous proposerai du contenu en continu, bien entendu. On parle de Melbourne dans la preview. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!